Le monde vous parle. Alors, nous accueillons sur ce plateau aujourd'hui, c'est presque, comment dire, Frédéric Lenoir, un rendez-vous annuel, parce que vous venez nous voir. Je viens 2 fois par an. Oui, vous venez 2 fois par an. Christian, vous faites beaucoup de bruit, hein, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas votre J'ai voulu fauteuil? monter ma chaise, mais là... en prendre une autre. Je vais aller vous Elle marche aider, pas non Christiane. plus, là, Non, je mais suis là, debout. il y a Pascal, notre Edimès, qui vous aide. Là. Est-ce que vous préférez celle-là? Est-ce qu'elle vous convient, celle-là? Christian, essayez-vous, J'ai voir. ça, les appuis-bras, mais je vais faire avec. Non, tout va bien, Là, ça vous tout va va. bien, je bouge plus. Mais Frédéric vous propose Non, de je bouge prendre le plus. sien. Non, non, Oui, allez-y donc, ça va régler le problème. Allez-y. Tiens. Ah bon, Frédéric, coudonc. restez là, Bon. je blague, je suis tranquille. Frédéric Lenoir, philosophe superstar, n'est-ce pas? Parce que vos livres se sont vendus à 5 millions d'exemplaires. Pour un philosophe, ça, c'est exceptionnel. Vos livres sont traduits dans une vingtaine de langues. Puis vous venez, c'est ça, 2 fois par année depuis quelques années au Québec. Ah ben, je suis tombé en amour avec le Québec. Ouais. On vous comprend. Ah ben voilà. Que dire de plus? Oui. Mais quand on regarde le monde, c'est sûr que c'est sûr qu'on est Il bien fait bon ici. vivre ici. Ben Oui, quand là, même, relativement. Né le 3 juin 1962 à Tananarive, c'est la capitale du Madagascar. Vos parents reviennent en France, vous êtes tout petit, vous allez grandir la petite enfance à la campagne, puis vous arrivez à Paris en 70. Vous avez fait des études de philosophie à l'Université de Fribourg en Suisse. Vous avez fait un passage aussi dans un volet assez spirituel de votre vie. J'ai passé 3 ans dans un monastère. Ouais. Où? J'étais en Bourgogne, dans le centre de la France. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour la vie monastique. Mais ça m'a beaucoup marqué et ça a laissé des traces, je Ben pense, oui. très profondes dans ma vie. Ça m'a donné le goût de la contemplation, du silence, du recul. La méditation. De la méditation, absolument. Ouais. Depuis 86, là, où vous êtes entré chez Fayard, vous avez d'abord dirigé une collection. Vous avez publié de nombreux ouvrages, là, plus d'une vingtaine. Alors, le bouddhisme en France en 99, Socrate, Jésus, Bouddha. On revient à la spiritualité chrétienne en 2009. Une histoire de Jésus, comment il est devenu Dieu en 2010. Un ouvrage de référence absolue sur la méditation que vous pratiquez. Est-ce que vous avez commencé à pratiquer la méditation lors de ce passage-là chez Avant. les moines? Non, j'ai Ah appris oui, la hein. méditation en Inde auprès des lamas tibétains. Donc c'est dans le cadre du bouddhisme que j'ai appris à méditer. Et puis après, j'ai continué à méditer toute ma vie. Ça fait 35 ans que je médite tous les jours. Mais c'est dans un cadre plutôt bouddhiste, parce que la méditation, c'est plutôt le propre de l'Orient, si vous voulez. Oui. Dans le monde chrétien, on prie. C'est-à-dire qu'on est dans une relation avec Dieu ou avec le Christ, alors que la méditation, c'est vraiment une rencontre avec soi-même. Il n'y a pas de dialogue avec quelqu'un d'autre, et au contraire, on essaye de faire tomber toutes les pensées, toutes les représentations pour être dans ce silence intérieur. Et c'est cet état-là qui nous permet peut-être de prendre du recul avec nos vies, avec nos pensées, avec le stress dans lequel on est aujourd'hui. Qui sont de plus en plus importants. On en Absolument. parle avec vous quand vous venez à cette émission, Frédéric Lenoir. On en parle aussi avec Abdenour Bidar, que vous connaissez, J'aime philosophe beaucoup Abdenour. de confession musulmane, qui dit l'Occident, quand on a rejeté la religion catholique, là, on a, en tout cas au Québec, on a sous-estimé le besoin de spiritualité. Oui, on a Puis fait votre le bébé avec l'eau popularité, du là, bain. ouais, c'est ça. Et je suis très proche d'Abdenour parce qu'on a un parcours complètement différent, mais on dit à peu près la même chose. Ouais. C'est-à-dire que l'être humain a besoin de profondeur, a besoin de vie intérieure, et c'est pas forcément de la religion. Et donc, Ouais. on confond la religion et la spiritualité. C'est pas la même chose. Votre plus récent ouvrage s'intitule Philosophie et méditer avec les enfants. Oui. Et puis vous êtes de passage au Québec d'ailleurs pour former les enseignants. Former des enseignants à faire des ateliers de méditation et de philosophie. Puisque j'en ai fait pendant une année entière avec des classes dans toute la francophonie. J'ai fait que ça pendant un an. Et j'étais émerveillé de voir à quel point les enfants adoraient philosopher, puisqu'ils adorent poser des questions. La philosophie, nous dit Aristote, ça commence avec l'étonnement. Les enfants passent leur temps à s'étonner, s'étonnent de tout. Puis on pose des questions, puis on leur apprend à argumenter, à réfléchir ensemble. Et dans cette argumentation commune, ils arrivent à dire et à découvrir des choses très profondes. Donc on leur apprend à réfléchir ensemble, à acquérir un discernement, une pensée personnelle. Mais il n'y a rien de plus utile aujourd'hui. On est dans un monde dans lequel il y a une confusion totale d'informations, tout se met au même niveau, les adolescents sont complètement pris par les théories du complot, Ouais. les rumeurs, etc. On est dans un monde qui finalement cultive l'ignorance. Et d'apprendre aux enfants à penser par eux-mêmes, pour ne pas être endoctrinés par des idéologies religieuses, politiques, consuméristes, c'est leur rendre le plus grand service qui soit pour la vie. À quel âge ils ont, les enfants? Ils commencent à 6 ans. À 6 ans, C'est il y a pour des... tout le primaire. Vous êtes au courant de la démarche du cinéaste David Lynch, qui, Non. lui, voudrait qu'on enseigne la méditation Oui. dès que les enfants rentrent à l'école? Oui, il y a une Alors- fondation à son nom Oui. qui fait ce travail-là. Ouais. Oui. En Alors fait, ça, il va c'est dans le même sens que vous, Tout à en fait. fait. Alors là, je parlais de la philosophie. Oui. Mais Oui. effectivement, la deuxième oui, chose, c'est vrai, la là, deuxième oui. chose
que j'ai fait avec les enfants, c'est de les faire méditer, puisque je le fais depuis longtemps. Je me suis aperçu que les enfants étaient agités, nerveux, manque d'attention, etc. Ouais, Il paraît qu'on leur donne problème des pilules d'attention, ben oui. pour ça, des pilules chimiques. Mais je me dis, mais attendez, il y a beaucoup mieux que des pilules chimiques. Oui. Il y a la méditation, qui est une formidable exercice de l'esprit qui nous permet de nous calmer, de nous apaiser, de prendre du recul. Et en le faisant, je me suis aperçu que ça marchait totalement, que les enfants s'autodisciplinent avec la méditation et qu'en plus de ça, ils l'utilisent chez eux après pour gérer leurs émotions. Quand je pose la question aux enfants, est-ce que vous continuez de méditer en dehors de l'école? Ils me disent oui, on le fait parce que quand j'ai envie de casser la figure à mon petit frère, je vais méditer dans ma chambre et après j'ai plus envie. Donc, ils sont ouverts à ça, les enfants. Très ouverts, ils adorent. Ils C'est adorent pas comme le méditer. brocoli, là. Ils ont envie de méditer. Ah oui, là. absolument. Ouais. Ils le demandent, Mais ils le demandent aux oui. enseignants. Moi, une fois que je suis parti, les enseignants me disent après, mais ils nous demandent, dès qu'il y a de l'agitation, ils disent, on voudrait méditer. Il n'y a plus besoin de faire de discipline quand ils méditent. Mm. Donc c'est vraiment un outil, d'abord c'est un outil pour s'apaiser, pour se calmer, mais c'est aussi un outil qui leur permet de gérer leurs émotions, de mieux se connaître. Donc c'est un travail sur soi, la méditation. Donc le faire dans les écoles, ça change complètement. Et donc le faire dans les écoles avec des ateliers philo qu'on peut faire une fois Ouais. par semaine autour d'une grande question, c'est quoi vivre ensemble, c'est quoi réussir sa vie, c'est quoi être heureux. Enfin, ces questions-là, les enfants adorent les aborder et ça leur permet de développer leur pensée. Donc pour développer ça, j'ai créé une fondation qui s'appelle la Fondation Sève, Oui. comme la sève d'un arbre, S-E-V-E, et c'est l'acronyme de savoir-être et vivre ensemble. Puisque le but, c'est ça, c'est de nous apprendre à être pour mieux vivre ensemble. Et ça se développe actuellement de plus en plus, donc on forme des enseignants À ça. travers le monde, là. À parce que travers si le vous monde venez ici- francophone pour l'instant. Ouais. Et puis j'espère que ça va se développer après, mais on l'a créé il y a moins d'un an, la fondation. Ça va très très vite. On a 2000 enseignants en cours de formation actuellement, dont 150 au Québec. Donc si des personnes, d'ailleurs je le dis très clairement, sont intéressées pour apprendre ça, s'il y a des écoles qui veulent qu'on vienne former des enseignants qui veulent se former, Ouais. c'est des week-ends qu'on fait de formation. S'il y a des personnes qui peuvent nous aider aussi, on a besoin de bénévoles, on a besoin de mécènes, enfin tout ça demande beaucoup de moyens. On peut aller sur le site de la fondation, c'est fondationsève.org. Voilà, c'est dit. Vous avez accepté de répondre au questionnaire Le Monde vu par Frédéric Lenoir. Commençons par la première question. Comment va le monde aujourd'hui, selon vous? Eh bien, selon moi, il va mieux qu'avant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde dit tout va mal. Mais à toutes les époques, tout le monde dit Ouais. tout va mal. Et aujourd'hui, ce qui nous donne le sentiment que tout va plus mal qu'avant, c'est la médiatisation du monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas devant le monde réel, on est devant le spectacle médiatisé du monde par les informations qui nous disent toute la journée, voilà, il y a eu des meurtres là, il y a eu des guerres là, il y a eu des attentats là. Mais avant, on ne le savait pas tout ça. Mais les études historiques nous montrent qu'il y avait beaucoup plus d'homicides Ouais. il y a un siècle Plus de qu'aujourd'hui. violence, oui. Beaucoup plus de violence, beaucoup plus de gens qui mouraient de maladies. Donc on est obsédé par des attentats terroristes, mais ça touche très peu de gens. Alors qu'on a connu des guerres permanentes, des conflits incessants. Les populations mouraient par génération. Alors que là, aujourd'hui, on est dans un monde beaucoup moins violent, où on peut vivre beaucoup plus longtemps, où on a des capacités quand même de se connaître, d'avoir accès à de la connaissance mondiale grâce à Internet. Enfin, moi, je trouve que le monde va beaucoup mieux. Maintenant, il y a plein de choses encore à régler. Ouais. Mais ne voyons pas que le négatif et ayons un peu de recul historique. Mais c'est difficile, surtout maintenant. Et puis, si ça allait mal, ça irait beaucoup plus mal que ça allait mal avant. Bien Parce sûr. que les outils sont tellement puissants. Voilà. Puis en ce moment, avec tout ce qui se passe, je ne Ouais. le nommerai pas. Mais je veux dire, moi quand je vous écoute dire ça, puis vous n'êtes pas la seule personne que j'entends dire Ouais. ça. Puis à chaque fois, je me dis, mais à quoi ils pensent de répondre comme ça? Je vous vise pas, là. Je l'entends de quelqu'un d'autre que je vise en ce moment. Mais je me dis, non, mais vraiment, moi, ça me convainc pas du tout. Puis je vous vise Mais- pas. Mais ça non, me mais- convainc pas du tout. J'ai tellement fortement Statistiquement, c'est le l'impression discours de la du contraire. statistique, Christiane. Oui, c'est le Effectivement, discours il y de la avait plus de statistique. morts auparavant, Aujourd'hui, violentes. Et prenons, Oui. prenons les hommes politiques. Oui. Vous pensez à Trump. Aujourd'hui, vous avez quelques personnages comme ça. Avant, c'était universel. Vous aviez des dictateurs partout. Vous aviez des gens qui gouvernaient les gens en fonction de leur ego partout. Aujourd'hui, de temps en temps, une démocratie va élire un personnage comme ça. C'est anormal. C'est-à-dire qu'on est devant quelque chose qui est exceptionnel. Et cette exceptionnalité, en fait, elle est révélatrice de quelque chose qui est quand même intéressant. Et je pense que si les Américains ont élu une Trump, c'est parce qu'ils ont voté avec leurs émotions. C'est-à-dire qu'ils ont voté avec la colère et avec la peur. Ils n'ont pas voté avec leur raison. Raison de plus pour faire de la philosophie, pour réfléchir, pour apprendre aux gens. Et là, je crois que le problème du monde aujourd'hui, c'est qu'on vit beaucoup dans nos émotions. Et du coup, on n'a pas le recul, on est mu par uniquement des peurs. Regardez, qu'est-ce qui crée des conflits aujourd'hui à l'échelle du choc des cultures? C'est la peur. Les gens ont peur. Et donc, il faut plutôt travailler sur nos émotions, sur la peur, expliquer, être dans la connaissance, parce que dès qu'on connaît les gens, on n'a plus peur. On n'a plus peur des étrangers qu'on les connaît. Oui. Quand ça reste les étrangers, ça nous fait peur.
c'est pareil pour les autres religions. Dès qu'on connaît des gens, ça change complètement l'image qu'on a. Il y a une anecdote passionnante qui a été faite aux États-Unis. C'est ils ont reçu un certain nombre de réfugiés syriens. Et il y a des gens qui ont dit c'était Très totalement peu. hostile, Oui. très peu, Oui. mais des gens qui étaient totalement Oui. hostiles à ça. Ils ont mené une expérience sociologique. On a pris des gens qui ont dit on est totalement hostile, on ne veut pas qu'il y ait des réfugiés parce que ça va créer du terrorisme chez nous, je sais pas quoi. On a mis ces gens dans une pièce avec des personnes réfugiées. On les a mis face à face, les uns après les autres, par duo. On a créé des duos. Et on leur a dit, vous allez vous regarder dans les yeux pendant 4 minutes. C'est très long de regarder dans les yeux quelqu'un pendant 4 minutes. Déjà, son conjoint en a du mal. Vous imaginez un étranger que vous connaissez pas, contre lequel vous avez tous les a priori du monde. Et bien à la fin, les gens pleuraient et s'embrassaient. Et les gens disaient, j'ai envie de vous accueillir chez moi, pas simplement dans mon pays. Donc la relation personnelle fait tomber tous les fantasmes qu'on a de la peur de l'autre. Il faut être proches les uns des autres, en fait, Il faut bien se sûr. rencontrer. Oui, oui. Une nouvelle qui a retenu votre attention, Frédéric Lenoir? En fait, c'est une nouvelle française. C'est que il se passe beaucoup de choses politiquement pas très sympathiques en France également. Mais il y a quelque chose qui m'a intéressé. C'est qu'on est dans un vieux clivage en France, droite-gauche, Oui, dont on n'arrive pas à sortir et ça paralyse complètement la vie politique c'est le française. cas dans la plupart des grandes démocraties. C'est souvent le cas. Oui. Et là, il est en train de se passer une recomposition politique en France, puisque la gauche a été sérieusement abîmée et Hollande n'a pas pu se représenter. On voit qu'à droite, il y a la candidature d'extrême droite de Marine Le Pen, et puis le candidat de la droite républicaine, François Fillon, est empêtré dans des affaires judiciaires dont je ne vois pas comment il va s'en sortir. Ben oui, il est accusé formellement. Là. Et du coup, ça fait monter le centre. Et on est en train de voir une recomposition politique où il y a un homme qui s'appelle Emmanuel Macron, qui a 39 ans, qui est très jeune, qui pense autrement et qui se dit je suis ni de gauche ni de droite. J'étais ministre des Finances d'un gouvernement de gauche, mais avant il a été dans la banque. C'est quelqu'un qui est complètement au-delà des clivages. C'est rallié à lui François Bayrou, qui était le leader historique du centre droit. Et là, je me dis, il y a une nouvelle force politique qui émerge, qui est moins clivante, qui est moins dans le dualisme où on est de gauche et on déteste la droite, on est de droite, on déteste de gauche. Et je pense que ça peut être très positif pour la démocratie française. Tant mieux, oui. Comment vous vous informez, vous? Alors, je regarde plus jamais la télévision parce que c'est totalement polluant. C'est-à-dire que de voir pendant une demi-heure que des meurtres, des mauvaises nouvelles, comme ça, je trouve que moi ça me pollue. Je préfère rencontrer les gens et quand je rencontre des gens autour de moi, je vois pas de meurtre, donc je me dis finalement je sors de cette pollution. Par contre, je cherche à savoir ce qui se passe dans le monde, donc assez rapidement, je regarde sur internet les nouvelles de la journée pour voir s'il y a quelque chose d'important et si j'ai envie de creuser quelque chose, je peux à ce moment-là écouter la radio ou lire un journal. Mais disons globalement, j'évite les images. Absolument. Oui, ça pollue. C'est anxiogène. Et je me suis rendu compte que je vais beaucoup mieux. Et puis je regarde plus les nouvelles à la télévision. Mais moi, je suis plus anxieuse quand je les regarde pas. Parce que je sais qu'il y en a. Et puis, parce qu'effectivement, j'ai réfléchi à ça, puis vraiment, mon niveau d'anxiété, en ce moment, les choses m'énervent beaucoup, ce qui se passe. Mais quand je regarde pas, mon imagination est trop folle. Oui, c'est ça. Puis c'est comme le téléviseur m'appelait très fort pour que je regarde. D'une certaine façon, paradoxalement, ça me calme. Oui, mais c'est vrai. Des fois, Mais je me dis, il y a certaines images que non, vous avez raison. Il y a des fois certaines images que j'ai envie de voir. Donc, je regarde la vidéo de l'info qui est donnée si on veut voir une image. Ben, les images de l'État islamique, par exemple, les images de Daesh, est-ce qu'on veut vraiment les voir? Puis en même temps, effectivement, c'est irresponsable de ne pas les regarder. Il y a tout un questionnement idéologique qu'on doit se poser. Sur le discernement de l'accès à l'information. C'est ça qui est difficile. Qu'est-ce qui manque dans les médias d'information, à votre avis? Ben, des fois, je trouve comme ça va très vite, on n'a pas le temps de décrypter une information. Et moi, des fois, on me donne une tonne d'informations, mais je comprends pas le pourquoi du comment. Je me dis, j'aurais besoin d'un background, d'un décryptage de l'information et pas simplement de la nouvelle. Oui, ça c'est vrai. Puis c'est tout vrai pour tout le monde, en fait. Ça manque de profondeur, non? Un peu. Oui. Il est toujours mesuré, hein? Christian, tu as un peu, mais c'est pas pire, tu sais. De quoi on parle de la voie du juste milieu. Oui, mais c'est bien, ça fait du bien, c'est tellement rare de nos jours. De quoi on parle trop, Frédéric? Ben, je pense qu'on parle beaucoup trop de tout ce qui va mal. Et c'est tout le problème des nouvelles, c'est qu'elles sont là pour nous dire les trains sont pas arrivés à l'heure. Elles sont pas là pour nous dire aujourd'hui il y a 7 milliards d'individus qui sont heureux sur Terre. Ce qui est le cas. C'est que vous faites des enquêtes mondiales, vous apercevez 80% des gens sur Terre se disent très heureux. Donc, bon? Absolument. La consommation de psychotropes est élevée en tout cas la plupart des pays occidentaux. Hein. Surtout dans les pays occidentaux. Voilà. Il n'y a pas de psychotropes ailleurs. Et dans les pays occidentaux, c'est une très petite minorité du monde. Dans la grande majorité des pays du monde, il suffit de voyager en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, les gens sont très heureux.
Alors que nous, en Occident, c'est là qu'il y a le plus fort taux de malheur. C'est là qu'il y a le plus fort taux d'utilisation de psychotropes. Mais Et c'est là, à se demander pourquoi les gens veulent être réfugiés ici. parce qu'il y a des guerres civiles. Et Ah, donc, non, mais l'exception des... J'avais compris. Non, mais bien sûr que quand vous êtes dans un pays qui n'est pas occidental et que vous êtes en Ouais. guerre, c'est dramatique. Oui. Mais c'est des exceptions aussi, donc ne généralisons pas. Oui. Le problème, c'est que quand on regarde les informations, on a l'impression que l'exception, c'est la règle. Donc on se dit, il y a une guerre civile en Afrique, l'Afrique est dévastée. Ben Mais non. vous, dans votre approche, qu'est-ce que vous faites des inégalités qui sont systémiques, des gouvernements qui sont corrompus, des entreprises qui vont pas payer d'impôts, par exemple? Parce que je veux bien que chacun peut prendre des décisions puis vivre ses ça propres décisions. ça me révolte, oui. C'est-à-dire que le combat, il est à mener contre ça. Contre les injustices structurelles, contre ceux qui s'enrichissent au détriment des autres et qui accentuent les inégalités dans le monde. Et pour moi, c'est ça le vrai problème. C'est l'accentuation, effectivement, le fossé qui s'accentue entre les gens les plus riches et les gens les plus pauvres. Ouais. Ça, c'est un vrai problème. C'est important comme question parce que on parlait de Bouddha avec Luc Ferry il y a quelques semaines sur ce plateau. Vous savez qu'il redéfinit. Bon, il parle de philosophie avec nous. Et sur le plateau, il y avait Gabriel Nadeau-Dubois et Gérard Baudet. Et les deux étaient contre l'idée même de Bouddha, c'est-à-dire de la méditation, de la célébration du temps présent, du retrait, en fait, parce qu'on disait plus on se retire dans cette logique-là, moins on participe à l'action du Mais monde. c'est pas vrai du tout. Frédéric Lenoir. Regardez, moi je médite tous les jours Ouais. et je crée une fondation qui me prend un temps fou pour essayer qu'on enseigne Ouais. la philosophie aux enfants. Donc ça, c'est de l'action, c'est de la transformation du monde. Et je suis investi dans plein d'associations, je parraine une quantité d'associations humanitaires, etc. Donc je crois qu'il n'y a aucune opposition entre la réflexion, le retrait, c'est-à-dire qui est l'analyse des faits avec un peu de Ouais. recul, et le fait d'être totalement engagé dans le monde. Et la plupart des gens qui vous disent non, il faut s'engager, il ne faut pas réfléchir, demandez-leur qu'est-ce qu'ils font concrètement. Ah oui. Oui. Qu'est-ce qui vous indigne, Frédéric Lenoir? Ce qu'on Vous- vient de dire. Ce qui m'indigne, c'est l'injustice. Ouais. C'est Vous dites effectivement le traitement réservé aux animaux d'élevage. Alors, ça Ouais. aussi. C'est-à-dire, parmi les indignations, il y a d'abord toutes les indignations liées effectivement à tous ceux qui profitent d'un système pour s'enrichir au détriment des autres. Mais je suis aussi très indigné par le sort qui est réservé aux animaux d'élevage. Pour moi, c'est un scandale absolu. Vous avez 60 milliards d'animaux qui sont des individus terrestres qui se sont sacrifiés chaque année pour notre consommation. C'est énorme, c'est un massacre de masse. Et quand on regarde dans l'élevage industriel, ce qui est 80% des animaux que vous allez manger au restaurant, ça vient d'élevage intensif industriel. Ils sont parqués dans des camps de concentration. Ils sont transportés, mais de manière sans nourriture, sans eau, etc. C'est horrible. Ça nous rappelle les pires images de notre histoire. Et ensuite, ils sont abattus dans des souffrances terribles. On ne tient absolument pas compte de leur sensibilité. On chosifie les animaux. Et nous sommes tous complices de ça. À partir du moment où on mange effectivement de la viande au restaurant, on est complice de ça. Et donc là-dessus, effectivement, c'est quelque chose... déjà, moi, j'essaye de ne plus consommer de viande. Est-ce que vous êtes végétarien? Je le deviens à cause de ça. Quand j'ai découvert ce que c'était que l'horreur de l'élevage intensif. Mais pour ça, faut aller voir les images. Faut se rendre compte de ce que c'est. Une fois qu'on a vu ça, on peut plus être consommé de la C'est une même manière. conscience qui est française, ça, avant d'être nord-américaine. On parle beaucoup plus de ça en France, chez vous. Il y a Je ce le sais Grâce pas. à Brigitte Bardot. Oui, oui. J'allais dire grâce à Émeric Caron, Christian. Mais Parce qu'il y a écrit quand un même livre qui s'appelle beaucoup- Bien Antispéciste. sûr. Bon, il y a un Non. discours antispéciste, là. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'Américains aussi, enfin il y Ouais. a beaucoup de fondations aux États-Unis qui travaillent là-dessus, qui sont très engagés sur Oui. la lutte contre. Et je parle Et au point de vraiment vue de éthique, l'élevage c'est intéressant industriel. aussi, ouais. Je parle pas Ouais. évidemment les gens qui élèvent leurs poules, etc. Bon, il y a tout un élevage traditionnel qui pose beaucoup moins de problèmes. Là, je parle de l'aspect où vraiment on réduit les animaux comme des choses. Et puis je parle de la vivisection aussi, c'est-à-dire que vous avez des millions d'animaux de laboratoire, on fait des études sur eux qui ne servent à rien, et on sait pertinemment que ça sert à rien et qu'il y a d'autres moyens de faire progresser la recherche médicale. Et on continue de torturer inutilement des animaux. Ouais. Un pays ou une région du monde qui vous inspire, qui vous attire? Le Québec. Yeah! Et je dis pas ça pour vous flatter, parce que j'y ai pris goût et j'y reviens tout le temps. Oui. Et je vais vous dire pourquoi. C'est que j'ai été frappé en découvrant un peu la mentalité québécoise. Je me suis dit finalement, j'ai le sentiment que vous avez pris le meilleur des Français sans prendre le pire et le meilleur des Américains sans prendre le pire. C'est quoi le pire chez Alors, les Français? Le pire chez les Français, c'est le cynisme. Ah oui. Et vous êtes profond, c'est-à-dire vous réfléchissez, mais vous n'êtes pas cynique. Et comme les Américains, vous êtes enthousiaste,
Vous êtes positif sans être superficiel. Et du coup, je trouve que ce mélange de profondeur et d'optimisme, d'empathie, d'enthousiasme, c'est formidable. On est d'accord? l'avenir de l'humanité. Mais exactement. D'accord, Moi, je suis d'accord. d'accord. Comment dire si je suis d'accord? Je suis pas allée partout. En tout cas, il y en a un qui mais va c'est se faire vrai que je réinviter. c'est vrai que je suis contente d'habiter ici. Ça, Oui, c'est sûr. Plus que C'est vrai. jamais, Oui, probablement. plus que jamais, peut-être. Oui, Montréal aussi, Christiane, c'est votre ville, hein? Montréal, oui. Oui. Oui, une vraie Montréalaise. Oui, C'est vrai. oui. Si vous étiez un dirigeant, vous vous attaquez à quoi en premier, Frédéric Lenoir, comme problème? Je pense que le problème le plus urgent aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. C'est l'écologie. C'est un problème planétaire qui nous concerne tous et qui concerne tout l'avenir de la vie sur Terre. Et donc je crois que si on prend du recul historique, il n'y a pas d'autres problèmes majeurs aujourd'hui. Il y a plein de problèmes, mais aucun n'est aussi important que celui-là. Donc la première chose, c'est que je mobiliserai toutes mes forces pour que dans mon pays, à l'échelle planétaire, on puisse essayer de transformer nos modes de vie pour ne plus polluer autant, pour ne plus réchauffer la planète, de manière à ce qu'on puisse donner des conditions de vie aux C'est générations majeur, futures. c'est clair. De quoi le monde a besoin, Frédéric? Beaucoup de choses. mais s'il fallait résumer, je dirais que d'abord, je crois qu'on a vraiment besoin de tolérance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment de plus en plus dans l'intolérance à cause du choc des cultures. C'est-à-dire que le fait qu'on ait globalisé le monde à une échelle extrêmement rapide à cause de la technologie, du coup, on voit comment sont les autres. Et ça fait peur. Et du coup, les gens sont dans la peur et ils manquent de tolérance parce qu'ils ne connaissent pas vraiment les autres. Donc, on a besoin de tolérance, on a besoin de discernement. Parce qu'on est dans une confusion, il y a tellement de sources d'informations différentes que les gens mettent tout au même niveau. Un tweet a la même valeur qu'un article dans le New York Times. Non, c'est pas la même hiérarchie de l'information. Donc on a besoin de discernement, d'où les ateliers philo. Et puis on a besoin de travailler sur ses émotions. Je crois qu'on a vraiment besoin aussi d'acquérir une connaissance de soi, un travail sur soi. On est beaucoup dans l'avoir, on n'est pas assez dans l'être. Frédéric Lenoir, votre plus récent ouvrage Philosophie et méditer avec les enfants est publié chez Albin Michel. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.